J'appelle tout de suite, si vous voulez bien, pour le premier panel qui porte ce titre. Existe-t-il un modèle européen du journalisme? J'appelle tout de suite Madame Teresa Kuchler. Bienvenue. Entrez Konrad Bleyer-Simon, Richard Fletcher et Marco Nassivera. Vous pouvez vous installer, s'il vous plaît. Je ne sais pas si vous avez pris vos casques. Voilà, voilà. Tout le monde est là. On va commencer, si vous voulez bien, par un petit tour de table. D'abord pour vous présenter avec beaucoup plus de précision. Et puis ensuite, on enchaînera donc avec les questions-réponses. On commence tout de suite par vous, Madame Teresa Kuchler. Merci beaucoup d'être là. Vous représentez ici la Suède. On l'a dit, puisque l'une des ambitions de ces premières assises, c'est évidemment d'avoir au moins un représentant d'un des 27 pays membres de l'Union européenne. C'était une exigence, une ambition que nous souhaitions avoir en termes à la fois aussi de parité et de diversité. Donc c'est important que les pays soient représentés. Quelques mots, Madame Kuchler, sur à la fois votre statut, mais surtout sur l'association que vous représentez ici, donc l'association de la presse internationale. Yeah, I represent the Association Internationale de la Presse here in Brussels. It is a union, but not really a union, meaning we do not interfere in, I don't know, wage setting or, standards for different. We're all from so many different countries, including we have members from non-EU countries. So basically what we do is that we establish the relations between reporters here in Brussels and the EU institutions and NATO and other institutions that we follow. We try to kind of come up with some kind of framework on how the day-to-day work between the media and the institutions here will work. But we would not interfere with. Sometimes we get phone calls from people say, "Oh no, I have a problem with my boss. Can you help me?" As a union, we do not do that. But we do also get involved in all kinds of ethical discussions on a pan-European level. Merci beaucoup. On reviendra évidemment sur la manière dont vous percevez les statuts des journalistes ici en Europe et surtout sur le modèle, au fait. Est-ce qu'il y a une identité du journalisme européen? Konrad Bleyer-Simon, vous représentez ici l'Allemagne. Ça fait un peu Eurovision, je suis désolé de le faire comme ça, mais quelques mots aussi à la fois, Konrad, si vous voulez bien, sur votre travail. Vous êtes chercheur en Allemagne, quelques mots, et puis après, évidemment, on déroulera sur votre point de vue sur le modèle économique, et notamment sur les aspects du travail que vous développez concernant notamment la sécurité des journalistes ici en Europe. Yeah, thank you. I mean, on the one hand, I would probably ask for a translating device because my French is not 100%. Oui, so when it comes to the questions, I will probably misunderstand something. Oui. But, about alors, on va justement. En même temps, je vais profiter de cette petite intermède, le temps qu'on vous rapporte un casque, pour finalement vous dire qu'il faut effectivement toujours prendre un casque, que vous soyez panéliste ou éventuellement. Vous ne nous entendez pas? Vous ne m'entendez pas, là? Alors, mon micro ne marche pas, visiblement. Moi, je m'entends, visiblement. Oui, je suis là. 1, 2, 3, 4. Vous m'entendez, là? C'est mieux, là? Voilà, donc c'est juste pour vous dire que dès lors que vous intégrez donc un panel ou un atelier, prenez votre casque, puisqu'il est important, évidemment, d'avoir la traduction, puisque l'un des objectifs aussi de ces assises, c'était de permettre aux uns et aux autres de parler donc soit en français, soit en anglais, pour essayer de couvrir un maximum donc d'audience. Est-ce qu'on vous a apporté un casque? Non, on ne vous a pas apporté de casque. On va peut-être passer la parole à quelqu'un d'autre, le temps qu'on vous donne un casque, si vous permettez, Konrad, de façon à ce qu'on puisse poursuivre. Et donc je demande à Clotilde ou à Marie éventuellement de nous ramener un casque, ou au mieux peut-être un étudiant qui pourrait nous rendre ce service. Richard Fletcher, vous représentez ici le Royaume-Uni, vous m'entendez? Quelques mots sur... donc on connaît un peu, les gens qui travaillent sur les questions évidemment de journalisme connaissent Reuters. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots donc sur cette structure et puis aussi sur votre statut à l'intérieur et sur les objectifs que vous poursuivez?
Thank you, yes, very pleased to be here. My name is Richard Fletcher. I'm Director of Research at the Reuters Institute for the Study of Journalism at the University of Oxford. There we do research into journalism across the world. So we have a very strong, or we like to think we have a very strong comparative focus. So we look at the differences between countries, and particularly in terms of the audiences for news. So we're particularly interested in how people get news in different countries, how it varies, but also how they think about news as well. Merci beaucoup, Richard. On va donner toute la parole à Marco Nessivera. Vous n'avez pas besoin de casque. Vous parlez français. Vous êtes rédacteur en chef, beaucoup plus que ça. Vous êtes même directeur de l'information d'Arte. Quelques mots à la fois sur cette chaîne qui est née il y a plus d'une vingtaine d'années maintenant et vos fonctions au sein de celle-ci. Bonjour à toutes et à tous. Oui, 30 ans, on a fêté les 30 ans cette année. Donc on n'est plus une jeune chaîne, on commence à avoir les cheveux blancs comme moi. Donc je suis directeur de l'information, ça veut dire que je gère... Enfin, je fais surtout travailler les autres maintenant. À la fois, enfin, tous les programmes d'information, ça commence par le journal des enfants, parce qu'on a la chance d'avoir un journal des enfants, les journaux pour les adultes, si tant est qu'il y a une séparation, les magazines et le numérique, bien sûr, et jusqu'aux documentaires d'investigation. Merci beaucoup, Marco. On compte beaucoup sur vous pour développer un peu la relation entre donc, le journalisme français et le journalisme allemand, puisque donc c'est une chaîne franco-allemande. Et donc c'est très important pour nous, dans le cadre de ce débat, de tirer les enseignements déjà de ce travail qui dure depuis maintenant, comme vous l'avez dit, depuis une trentaine d'années, sur cette relation et éventuellement sur la construction d'un modèle de journalisme européen. On redonne tout de suite la parole à Konrad. Vous êtes équipé, Konrad, donc on vous écoute. Yeah, thank you so much. So just to introduce my organization, I work for the Center for Media Pluralism and Media Freedom. That's a research center which is based in Florence in Italy. And it was created 10 years ago with the task of, with the main task of monitoring the state of media freedom in Europe. We have a yearly publication called the Media Pluralism Monitor, which is basically based on a 200-question questionnaire, which we send out to experts in every EU member state and all the candidate countries of the EU, and we try to create a comprehensive assessment of the risks that media systems face. And I will probably talk a little bit about that when it comes to the discussion. But yeah, that's it, what I would say at the beginning. I mean, can you hear me properly? Yeah. Oh, yeah, thank you. Merci beaucoup. On est le premier panel, donc forcément, on est encore en train de faire un certain nombre de réglages, mais ne vous inquiétez pas, les choses vont s'arranger très rapidement. L'Europe est un espace démocratique majeur. Elle porte l'ambition, évidemment, d'être un modèle en matière de liberté d'expression et de liberté de la presse. Cette ambition s'accompagne pour tous, et ça a été dit à l'instant par un certain nombre d'intervenants, s'accompagne pour tous les citoyens européens d'une exigence légitime, à savoir bénéficier du droit à une information de qualité. Lorsque nous regardons de plus près, nous constatons que l'écosystème européen est composé de nombreuses fédérations professionnelles de journalistes, de regroupements d'universités, de centres de formation, d'associations d'opérateurs, d'éditeurs, de syndicats, d'acteurs de la société civile engagés sur les questions d'éducation aux médias et à l'information. Donc il y a un écosystème évidemment européen, mais tout ce beau monde a-t-il une histoire, une identité commune? C'est un peu la même question que l'on pose d'ailleurs aux citoyens européens dans leur ensemble, dans la construction donc de cet espace. Ce beau monde a-t-il des valeurs partagées? C'est ce que nous allons essayer avec vous quatre donc de discuter. Quelles sont les divergences, quelles sont les convergences et des pratiques éditoriales sur le continent? Vous pouvez évidemment répondre à toutes ces questions, et j'invite aussi évidemment le public à se préparer, puisque après vos interventions, nous allons évidemment donner la parole au public pour pouvoir commenter avec vous, pour pouvoir donner aussi un certain nombre d'informations, d'autant plus que les assises se veulent aussi un espace d'interaction important. Il y a un panel, mais il y a aussi des spécialistes, il y a aussi des étudiants, il y a aussi des gens qui ont des choses à dire sur les sujets que nous traitons régulièrement. Donc on reprend un peu notre tour de table, et la première question, c'est pour vous, Teresa Küchler. Est-ce que vous considérez, par exemple, qu'un journaliste suédois ressemble, comme deux gouttes d'eau, à un journaliste italien, un journaliste belge, et que finalement, il n'y a que la nationalité qui change, la langue peut éventuellement changer, mais au fond, les valeurs, le rôle, le statut dans les pays est le même? No.
You know what? I think, of course, on a framework level, we're supposed to be free, non-biased, the typical. This is chapter 1 in the big book of journalism. We're not propaganda makers, we're journalists. But when it comes to our daily job, there's a huge difference between different countries. I can give you examples from when I work for a newspaper, a big broadsheet, so like a daily newspaper, and I've been here in Brussels for almost 20 years now. I met a colleague from another European country who said, on Monday, Tuesday, Wednesday, I write news, and on Thursday and Friday, I write editorials. That means I write opinion end of the week, and I write news beginning of the week. This would be absolutely impossible in Sweden. You cannot, mix the two roles. I know that in country where you are, Nordine, in France, it's possible for a president to be married to a journalist, and the journalist keeps her job while living in the Élysée Palace. Completely impossible in Sweden. There was even a sister to a minister who had to leave her job on public service TV because the connection was too uncomfortable. Now, I'm giving you anecdotic, little proof here of the differences between different countries, but there is a huge different country. So yes, obviously we're supposed to be journalists. We're not China, we're not Russia, but there are day-to-day differences. There's also differences with something that I noticed when I came to Brussels was the lack of protection for whistleblowers, for instance. I have to be very careful with my sources when I work here in Brussels because I can't burn any bridges to them. I can't have them fired from their job because the institutions here can actually look for sources. Where I come from, it is constitutionally protected, the absolute ban for politicians or institutions to even look for sources. They can get an official in a Swedish authority can be fired from his job from even asking during a coffee break, does anybody know who spoke to the journalists? So again, I'm giving you small examples, but no, I don't think there is one European journalist. I don't know if these are banal examples, but these are my personal experiences. Mais par exemple, en Suède, est-ce que l'on suit un peu ce qui se passe au niveau local, par exemple dans un pays voisin, et comment on se situe en tant que journaliste suédois, par exemple sur la question des conflits d'intérêts? Vous avez évoqué tout à l'heure les conflits d'intérêts, par exemple avec cette journaliste qui vit éventuellement avec un politique, ce qui est aussi contestable dans un pays comme la France, mais en même temps on s'en accommode. Est-ce qu'en Suède, on va jusqu'à pousser la personne à démissionner parce que pour des raisons sentimentales, pour des raisons de choix de vie, il y a une vraie frontière entre le travail du journaliste et la vie privée? Private life, I'd say the Swedish would be a little bit like the French until quite recently, at least. The private life of each one, whoever they are, are dating or seeing, whatever, is more protected and less interesting to the Swedish reader than I'd say, for instance, to the average reader of Daily Mail in the UK or certain American tabloids. I'd say that France and Sweden is quite common there. We had 3 consecutive prime ministers who got divorced during their period as prime minister of my country, and I don't think people even knew that they got divorced. I actually knew only years after the prime minister had resigned that he got divorced while he was in the... So no, conflict of interest, but you were asking about the private lives. When there is a conflict of interest in terms of their professional lives, for instance, if they're married to a journalist or something, then that part of the private life would be interesting for the employer, definitely. Alors on va donner la parole à Richard Fleischer. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un point de vue du journalisme européen? I mean, the institute that I work at, we primarily do audience research, as I've already mentioned, and I think my answer to the question of whether there's a model for European journalism sort of starts with that sort of audience view. And one of the projects we did is called the Digital News Report. This is a large survey of around 90,000 people across 46 different countries. And some of those countries are in Europe, some are in Asia, some are in Latin America, and so on. And when we look at this data, it really allows us to see whether there is a difference between European news audiences and audiences across the world. And I think when we do that, we do see some differences with Europe. And I think that I'm not sure whether this constitutes a European model for journalism, even from the audience point of view, because elements can be found outside of Europe, and there are differences within Europe that I think we all recognise. But nonetheless, I think it is important to recognise these similarities, and I think one of them
one thing that's sort of very universal across all the countries where we do research is, the patterns of news consumption are changing. So TV news use is declining, print news use is declining, but online news use and social media news use is going up. But then if we look within Europe and compare that to the rest of the world, we can see slight differences in these trends. So TV use is declining at a much slower rate than many other parts of the world. And of course, we can link this to public service broadcasting, which is prevalent in many European countries, still used by over half of the population in many each week for news. And this isn't the case in many other parts of the world. So we can see already some sense of a European model emerging. I think the same is broadly true when we look at patterns of news use. So if we compare, for example, the US to European countries, we can see that there's much more partisan news use in America. The audiences for specific outlets are either much more right-leaning or much more left-leaning than they are in many other European countries. Of course, there are always exceptions. So in the UK, although there is the BBC, which attracts a mixed or centrist audience, there are also highly partisan newspapers as well. So there's always exceptions. But again, we can start to see some differences. If we think about how people get news when they're online, and we look, for example, at the use of social media, search engines, aggregators, and so on, again, there's no doubt that this is a global trend. This is something we can see happening everywhere. But again, if we look at Europe, we see that although people, of course, do use these services, the proportion who say that it's their main way of getting news online is a little bit lower compared to Asia, Latin America, and so on. The proportion that say that going direct still to brands via their websites and their apps is a bit higher in Europe. Again, some exceptions. So if we look at Spain, for example, social media is very popular, but on the whole, we do see a difference between European news audiences and the rest of the world. Just one more example, if I may. When we ask people whether they think journalism is important for the proper functioning of society, across the world, a majority say that it is, but again, we see a difference between Europe, where the proportion is slightly higher, as compared to North America, Asia, and Latin America. And then on trust, which is kind of interesting, because again, we see very different patterns across Europe, ranging from 70% in Finland who say that they trust most news most of the time. That can fall to as low as 30% in parts of Central and Eastern Europe and also the UK. So we do see this huge variation within Europe, but at the same time, I think some of the other things that I mentioned perhaps point towards evidence of sort of European news audiences, and of course the audiences stem in some extent from the content and the practices being slightly different, more cohesive in that sense than other parts of the world. Merci beaucoup. Cette question de l'audience, Marco Nacivera, doit être posée forcément pour une chaîne comme Arte, puisque vous visez un public européen, mais particulièrement franco-allemand. Quelles sont aujourd'hui les audiences d'Arte? Quels enseignements vous pouvez tirer aujourd'hui de cette expérience qui dure, enfin, une expérience, ça fait maintenant une trentaine d'années que cela existe, donc c'est structurel. Est-ce que finalement c'est la question de l'audience qui pourrait être le chemin, la trajectoire pour amener un modèle européen de journalisme, ou est-ce que la difficulté justement de la fragmentation des attentes des différentes nationalités ici en Europe fait qu'un modèle unique est compliqué à construire? Ça fait beaucoup de questions. Oui. Alors, je vais commencer. En tant que média public, je pense qu'il faut... Moi, je rêve qu'on se désabonne des mesures d'audience. Non pas pour faire n'importe quoi, mais pour garder une liberté. On n'a pas besoin de vendre ni de Coca-Cola ni de Rolex, et ça nous donnerait une plus grande liberté de ton et d'approche de ce métier. Donc je dirais non, l'audience n'est pas primordiale, même si je vous l'accorde, on regarde aussi parce que c'est intéressant de voir si ces programmes sont vus ou pas. Quand on travaille pour... Alors, on a commencé il y a 30 ans en se dirigeant vers deux publics. La France sur le réseau, je dirais, hertzien. L'Allemagne
Arte était une petite chaîne puisqu'elle était une parmi les 100 chaînes. Les Allemands étaient câblés, étaient déjà bien avancés à ce niveau-là. Et il y a toujours ce différentiel. Alors, l'audience, c'est très compliqué de parler d'audience. Je pense qu'il faut... Moi, je vais vous parler de l'audience des grands rendez-vous d'information. Ils sont en croissance. Alors, ils feraient sourire les gens de TF1, puisque ça doit être à peu près 6 ou 7 fois moins. Nos journaux font à peu près 3 points et demi, 4 points d'audience quand ça marche bien, ce qui fait en gros un peu moins d'1 million. En Allemagne, c'est un peu en dessous. Et puis après, ces rendez-vous d'information, là je parle du JT, sont vus également sur les réseaux sociaux, sur notre site, etc. Donc, en même temps, mis bout à bout, on doit être dans les 2 millions, ce qui est pas ridicule, avec une certaine exigence de traitement de l'information. Et puis l'information, ce n'est pas que les JT, c'est aussi les magazines, c'est aussi les documentaires. Et là, on est bien au-delà, puisqu'il y a une vie qui est assez pérenne sur les formats plus longs, sur le numérique. Comment est-ce qu'on construit une européanisation du journalisme ? Je ne sais pas s'il faut le faire. Très honnêtement, je ne sais pas s'il faut le faire et si c'est possible. Il faut parler de plus d'Europe, il faut mieux parler d'Europe. Mais honnêtement, Richard le disait tout à l'heure, il n'y a pas une audience européenne, il n'y a pas un public européen. On ne parle pas la même langue, on a des intérêts journalistiques différents à certains moments. En Grèce, il peut y avoir une crise sociale, alors qu'ailleurs, c'est autre chose qui est la une de l'actualité. On consomme, tu l'as dit, les médias de façon différente. Et puis, moi, je le vois bien depuis 30 ans, on écrit différemment les histoires. Sur les angles, sur la structure des papiers, le fait ou le commentaire qui sont plus ou moins importants dans différents pays. Marco, mais c'est dû à quoi ça ? C'est dû à quoi en fait ? Parce que c'est l'histoire locale qui fait que... C'est ça, c'est l'histoire du métier, c'est des références culturelles, c'est l'histoire des pays qui fait qu'on raconte pas les mêmes histoires. C'est vrai dans la fiction, même si maintenant c'est un peu balayé par la machine Netflix et autres, mais on raconte pas les mêmes histoires. L'essentiel, je dirais, c'est qu'à la fin on fasse correctement notre métier. De là à imaginer une chaîne qui s'adresserait en même temps à tout le monde au même moment, j'ai un peu de mal. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas renforcer la présence de l'Europe dans nos médias. Moi, j'étais très surpris quand on m'a invité et que j'ai vu existe-t-il un modèle européen de journalisme. Je me suis dit, bah oui, c'est nous, forcément. Et puis, en prenant un peu de recul, je me dis, non, c'est plus compliqué que ça. Nous, on est un peu l'exception et on a encore beaucoup de chemin à faire aussi. Enfin, on peut en parler après. Moi, je pense qu'il y a à la fois le verre à moitié plein et le verre à moitié vide, donc ça dépend de ce qu'on veut regarder. Alors, Marco Nassifra vient d'évoquer la question finalement des divergences, des particularités locales, mais on va peut-être demander à Konrad Bleyer-Simon un peu s'il y a des convergences, notamment en termes de pratiques et de problématiques à couvrir. C'est-à-dire, au fond, est-ce que, même si les pratiques des journalistes européens peuvent différer, est-ce que face à ces pratiques-là, il y a aussi un certain nombre de menaces qui finalement sont des menaces communes et des obstacles communs à ces journalistes pour pouvoir faire leur travail dans de bonnes conditions? Thank you. Yes, so based on the work that we're doing at the Center for Media Pluralism and Media Freedom and based on the Media Pluralism Monitor, our institute has identified some main areas that we can maybe in this context describe as the obstacles that journalists might face when they try to navigate in the particular environments. And some of these threats are common to most European countries. I hope there's not too much echo. I try to hold it in a way that is pleasant for everyone, including myself. In our assessment, we have 4 areas. Is it better if I... Yeah, I think this is better, right? Okay. Allez-y, continuez, on vous entend très bien. Moi, je vous entends très bien.
Okay, so our assessment focuses on 4 major areas. The first one is called fundamental protection. The second is market plurality, political independence, and social inclusiveness. And based on our assessment, the greatest threats are in the market plurality area. Even if there has been a slight improvement in 2021 because media markets have bounced back a little bit after the COVID-19 shock in 2020, the area is still very close to what we would consider a high-risk area. And one of the biggest problems is the dominance of online platforms. So they have a dominant market power, which distorts the business models of media. I mean, this is common to probably all of the EU member states. Then we have seen that the concentration of media markets has increased in the past years. That's because of a number of mergers and consolidations. And this concentration also means to an increase in owner influence over the media outlets. Then we see problems when it comes to fundamental protection in the area of transparency of ownership. Even though there has been an EU regulation related to money laundering, which would require that there are registries of ultimate beneficial ownership. We still don't know for many media outlets who's the real owner behind the media outlet. And there's also an increase in the number of SLAPs. These are strategic lawsuits against public participation. So basically it means that journalists are being dragged to court for some reason, some really crazy nonsense reason, just so that they cannot do their work. I think there will be lots of discussions about this issue in the following panels. And another area where we have seen lots of problems is political independence. Here, one of the big problems is state advertising, especially in the new EU member states. State advertising is used as a way to covertly subsidize media outlets. And for example, in the case of Hungary or Poland, this means that basically money is funneled from the state budget to some news outlets that are reporting favorably about those in power. Then we have seen problems when it comes to online political advertising. So even though there's really good regulation for offline political advertising, in the online area we don't know anything about how political parties are targeting their ads, how much is spent on doing online campaigns, or we do a bit, but it's really not transparent what's happening there. There are also problems with editorial autonomy, and when it comes to the public service media, every European country has something, or every EU country has something that we could consider public service media, but there are lots of countries where they don't really function as public service media, or where they have problems in terms of independence because either their financing makes them dependent on the government, or the appointment procedures are not clear and allow some political influence. And then finally, we have also seen a lot of self-censorship in new member states. So these are all problems that make it really hard for journalists in Europe to act independently, to do their job, to abide by journalistic standards. And many of these problems are common to every member state. So it might not tell us a lot about whether there is a common European journalism, but it shows us that there are common European challenges that all European journalists, or most European journalists, have to deal with. And maybe at the end I would mention that there is a really good new development, hopefully, in the EU. There is a so-called European Media Freedom Act, which was proposed this year. So maybe, I mean, many of the issues that I mentioned before are also addressed in this Media Freedom Act. Maybe they are not addressed in the most perfect way, but hopefully that can be improved. But it seems like policymakers are aware of these problems. So there could be some remedy, hopefully. Teresa, vous voulez réagir? I wanted to interject on, okay, there's a difference between European journalism model and European or pan-European journalism. I would like to give the audience just
the two examples were attempts to actually create European newspapers, not French or Swedish or English, and both ended up in a disaster, fiasco completely. One was the newspaper The European, created by Robert Maxwell, a British media tycoon. Today, maybe probably mostly known because he's the father of Ghislaine Maxwell, who has been prosecuted in the US for different areas. But he created a newspaper that was alive for 7 or 8 years called The European. Now, obviously, he had 70 journalists in London, 1 in Paris and 1 in Berlin. So we can imagine that the failure was due to the fact that he wasn't really interested in pan-European journalism, but rather British journalism on pan-European issues. But there was also an attempt in the beginning when I came here in 2004 or 2005, and there was an attempt to create another European newspaper called the European Daily, and it was advertised quite a lot and was supposed to be. It was handed out at the metro stop, the metro. What's the metro in English? The subway stop. But basically, it was a compilation of English-speaking media. Again, it was Reuters, it was EU Observer, which is a website here in Brussels. It was European Voice, which was a newspaper here. And they just put together English-speaking media's cuts, pasted it all on the same page, and then pretended that this was European journalism. I remember, I'm from a small country, I'm from Sweden, so I'm constantly fighting this thing that, you know, my country is as important as yours, Nordine, and my country is as important as yours in a European context. And still I fight against, you know, the mainstream English-speaking media or French when, you know, their view is the truth. And then all of us, the small countries around, we're just kind of quaint little extras in this kind of English-speaking news universe. So I fight that all the time. And I don't think it's possible to create a pan-European journalism because of the things that my neighbor here said, language, divergence, or how we tell the stories. I am, as a Swedish person, fed up with English-speaking media who once every 4 years, when there's an election in my country, decides to write about Sweden, and they call me and they ask me and say, oh, you know, we want to have a big story for Politico or for Euronews or whatever on Sweden, the election. Can you tell us about the racist party? Always the same. And I say, well, basically this year's election is about school policy and, you know, climate change. And no. We want to write the story about the racist party. They've already decided this quaint little country up in the north. Let's just pick that one story that an English-speaking reader can click on and move on. I sound very cynical and bitter, don't I? But yeah, this is my experience. Merci beaucoup. Alors, je voudrais justement vous faire réagir pour un peu aller surfer sur cette vague. On sait que c'est la presse anglo-américaine, en fait, qui a une influence sur les décideurs européens. La plupart des élites européennes lisent davantage l'International Herald Tribune, The Economist, The Financial Times. Qu'est-ce qui explique, au fond, que les élites européennes le réflexe classique, c'est d'abord la presse anglo-saxonne et pas forcément une presse européenne qui traite finalement ou qui sous-traite, comme l'a dit à l'instant, tout à l'heure Jean-Marie Cavada, les questions dites européennes. Qu'est-ce qui fait qu'au fond, nos élites européennes sont davantage focus sur la presse anglo-saxonne? Qui veut répondre? Marco. Juste pour lancer le débat et provoquer un peu, je dirais que d'abord ils sont bons. Il ne faut pas oublier les gens du FT, les gens du Wall Street Journal, il y a une culture du journalisme, on fait vraiment bien, ils font vraiment bien leur boulot. Après ils ont du pognon, et le pognon, on n'en a pas parlé tout à l'heure, dans les problèmes qu'on a dans les médias européens, c'est quand même de l'argent, il faut payer les journalistes. Alors je ne parle pas de ceux qui montent leur bobine à la télé, qui sont plutôt bien payés, mais ceux qui sont sur le terrain. On disait tout à l'heure, 2/3 des pigistes en Belgique gagnent moins de 2000 balles par mois. C'est la même chose en France, c'est la même chose partout, et c'est pire dans les pays du Sud. Comment voulez-vous avoir une indépendance si on n'a pas d'argent? Donc, les médias anglo-saxons sont plus forts économiquement, ils font du bon boulot, et puis il y a cette langue qui est devenue la langue commune. Alors, on peut le regretter, certains dans les instances, dans les institutions européennes le regrettent, que le français, qui est officiellement la deuxième langue, disparaisse, mais c'est comme ça. Donc ces trois éléments-là, il y en a sans doute d'autres, font que ce sont... Et puis il y a les sources, alors pour la télévision, il y a les sources d'images. L'AFP s'y met un petit peu maintenant, mais les grandes sources d'images sont quand même anglo-saxonnes aussi, Reuters notamment. Richard Fletcher, vous avez peut-être un point de vue là-dessus, ou peut-être, je ne sais pas, quelques chiffres, une étude. Qu'est-ce qui fait qu'on est davantage focus sur la presse anglo-saxonne et pas forcément
sur un certain nombre de grands titres ici en Europe. I mean, I agree with the points that have already been mentioned. I think there's also, at least in the American case, I think it's to a certain extent true that it provides a sort of shared reference point for audiences across the world. People sort of always know a little bit about the politics, and I think something, these things reinforce one another, but I think it brings us back to. Votre micro. Voilà, très bien. Continuez, pardon. Can you? Thank you. So that's one aspect. I think the other aspect is that the outlets that have been mentioned already, they provide a certain type of coverage that I think is oriented towards sort of elites or decision makers in different countries, because they in part imagine that's who their readers are, or either them or people who aspire to be them one day. And I think that often comes at the in the case of the outlets that have been mentioned, at the expense of kind of the more domestic coverage that audiences expect, but it means that it's oriented towards a particular type of reader, and I think, as I said, they do that very well. Et puis ça ne va pas s'arranger puisque, comme ça a été dit il y a quelques instants, notamment par Jean-Marie Cavada, les principales plateformes finalement sont américaines. Toute la production de l'information ici en Europe passe d'abord par les tuyaux et les pipelines US. Comment justement, dans notre profession, dans cette volonté pas forcément de construire un modèle commun, mais en tous les cas quelques valeurs communes, quelques ressemblances dans nos pratiques et dans notre façon de faire, comment on peut justement tirer notre épingle du jeu si les plateformes qui sont la principale source d'information aujourd'hui sont détenues par des Américains. Alors, je ne sais pas, Conrad, Teresa. Je me souviens, il y a 15 ans à peu près, c'était Jacques Chirac, je pense, qui voulait créer un Google français. Je pense que le nom était Quero. Peut-être Marco, vous savez ce qui en est arrivé à cette idée? Non. Il appelait les souris le mulot. L'idée morte. Je me souviens de ça. En fait, on n'a retenu que de ça de Jacques Chirac. Quand il avait découvert la souris, il a dit c'est quoi ce mulot? Le mulot, c'est le nom qu'on donne à la souris en fait en France. C'est pour ça, mais c'est pas Jacques Chirac qui était la personne la plus innovante sur ces questions. C'était juste pour vous dire ça. Peut-être. Conrad, quelques mots là-dessus, sur le fait que on est un peu en retard finalement, puisque notre principale source d'information, en fait notre produit informationnel, sa diffusion, sa publication pourrait être détenue par une tierce, et cette tierce n'a pas forcément envie de nous mettre en valeur, en tous les cas n'a pas envie de perdre sa place de leader sur l'information. Thank you. Yeah. Does it work? Yeah. I would probably return also to the two previous questions briefly, because on the one hand, I think it could be possible probably to create a pan-European media, but it would require a lot of trial and error, and probably private companies wouldn't be able to do that because they would probably lose a lot of money with it, even though I think it wouldn't be impossible to have advertisers, for example, that could advertise in such a pan-European media, because for, I don't know, BMW, Coca-Cola, Patek Philippe, it's basically the whole European market that they are interested in. But probably something like that could rather work as a public service media, maybe as a coalition of public service media in Europe, and if they come together and find a way to make it work and put all of them put their money into it, and really find a way to have a common, maybe not a common voice, but maybe find a way in which all the different European voices can be heard. That could work, because sometimes I listen to panels where a common European media is discussed, and then some idea comes in like, okay, we have Germany with the best public service media in Europe, so maybe let's just translate everything that we have in German public service media and give it to everyone in Europe. That's not how it should go. It should go in a way in which everyone has a say, and maybe it will work, maybe not. But I would also mention that there are some projects which focus on niche topics where we see a lot of international cooperation going on, like especially when it comes to investigative journalism networks. We see that journalists, really good journalists from
all European countries or even beyond Europe come together and work on topics of shared interest. And they can publish their findings in different languages, in different newsrooms. Or Creative Europe has now financed some projects that are aiming at European approaches. Like there is a newsletter called European Forum, which brings together like 15 newsrooms from all over Europe. So there are efforts. Maybe they are small, maybe they are not that visible, but it's happening. And then when it comes to how to deal with platforms, I think that's, or online platforms, that's like the $100 billion question that we still don't know. I mean, probably one of the issues would be to find a way for them to really pay their taxes. Maybe that money could be used for good. Some ideas were mentioned before, like these neighboring rights, where you can find a way in which platforms pay for the copyright to newsrooms. And that's also good. I mean, it's definitely not the way to go on with the business as usual. We have seen that especially Google and Facebook are trying to buy some goodwill in newsrooms by providing grants to them, which are more about PR than actually helping newsrooms, because the amount of money is just too small to really have a structural impact on newsrooms. And yeah, I mean, but I think we still haven't really found like the best, the ultimate solution. So we really have to look for that. Merci beaucoup. Marco Nassivera voulait réagir. Oui, juste pour compléter ce que dit Conrad, moi je pense qu'effectivement, je le disais tout à l'heure, je ne crois pas à un média européen. Par contre, la coopération, oui, et elle existe. France Télévisions le fait, nous on le fait, on met plusieurs millions pour de la coopération de programmes. Et il y a effectivement des consortiums de journalistes d'investigation au niveau européen et international qui sortent vraiment beaucoup de choses. Donc c'est comme ça qu'on va... Alors, on ne va pas renverser les GAFA, mais c'est comme ça qu'on va créer une marque européenne, appelons-la comme ça. Mais je pense aussi qu'il ne faut jamais se contenter de dire c'est la faute des autres. Je pense qu'on a, nous, dans les médias, alors il y a les politiques qui doivent nous aider, nous donner de l'argent, notamment aux chaînes publiques, sans regarder ce qu'ils font. C'est un peu pieux. Mais je pense qu'on a un vrai travail, une révolution mentale à faire. C'est-à-dire arrêter de penser... Là, je parle globalement de la France, mais je pense que c'est vrai à peu près partout, de considérer que l'Europe, c'est pas vendeur. Alors du coup, on met l'Europe dans des magazines qui sont très bien faits. Je vois Madame Auger là-bas. Il y en a d'autres qui le font. Alors on se donne un peu bonne conscience, on fait des magazines, nous aussi on en fait. Je pense qu'à terme, il faut que l'Europe, elle soit considérée comme quelque chose de diffus, de granularité, comme ça, dans tous les programmes, et qu'on se pose plus la question. Il faut traiter toute l'Europe. Là, aujourd'hui, tous les grands médias ont des correspondants qui font un très bon boulot à Bruxelles, et c'est important de parler de la politique au niveau européen, mais ça suffit pas. Ça suffit pas, sinon on renforce ces préjugés d'une cassure entre le peuple et l'élite. D'ailleurs, Marc, si tu le permets, dès lors que l'on parle du journalisme européen, souvent on nous renvoie finalement au traitement de l'actualité de la Commission et du Parlement ici à Bruxelles ou à Strasbourg, et rarement un journalisme européen qui traiterait des sujets transversaux à tous les pays. Mais parce que dans les grands médias, les journalistes qui font bien leur travail de correspondance sont effectivement dans les institutions. Les grandes chaînes, quand elles parlent d'autres pays européens, à part pour des élections nationales, on est quand même beaucoup sur le comparatif. Il se passe quelque chose dans d'autres pays, allons voir là-bas si on le traite de la même façon. C'est quand même pas l'idéal, même si ça peut être intéressant. Et puis après, il y a beaucoup quand même du rigolo, de l'anecdotique, voire de l'exotisme. Et puis, alors, je ne sais pas si les autres fonctionnent comme ça, mais le nombre de sujets où on va chercher le Français qui fait du vélo aux Pays-Bas, le Français qui s'est marié avec une Italienne pour faire des pizzas à Rome. J'exagère à peine. Donc ça, il faut vraiment changer de logiciel. L'Europe, c'est pas que ça, c'est pas d'aller chercher nos nationaux dans les autres pays. Merci à tous les quatre. On va prendre quelques questions, quelques commentaires, des interrogations. Alors moi, depuis une demi-heure, je suis face à ce projecteur. Je sais qu'il faut filmer, mais c'est vraiment compliqué. J'ai le sentiment parfois d'être dans un commissariat. Alors, voilà. Jean-Marie Cavada lève la main, s'il vous plaît. Vous pouvez... je dois vous donner un micro, là, par exemple.
Attendez, comme je suis branché ici, donc j'ai peur de tout casser. Pardon, voilà. Merci beaucoup. Juste un petit complément à ce qui vient d'être dit de façon vraiment intéressante, je trouve, notamment par les chercheurs ou par l'expérience de Marco. Moi, je suis beaucoup plus optimiste que ça. L'ensemble des grands médias ou moyens et même petits médias européens se caractérisent presque tous par une idéologie commune. Et cette idéologie, elle s'inscrit, je dirais, dans la langue de chacun, dans la culture traditionnelle de chacun des 27 membres. Mais si vous voyagez beaucoup en Europe, ce qui est mon cas, on remarque que presque tous les médias font un travail très comparable et parfois très identique, très voisin en tout cas. C'est quoi ce travail? Eh bien, c'est la défense des libertés, c'est la défense des singularités, c'est la défense, c'est les luttes contre toutes les déviances que nous vivons depuis de longues décennies et particulièrement depuis quelques années. Stigmatisés, négationnés. Oui, il y a presque partout ce même comportement que l'on pourrait mettre dans un esprit européen. C'est ça l'Europe. L'Europe, ça n'est pas de rechercher une langue commune, ça n'est pas de chercher une culture commune. Au contraire, d'ailleurs la devise européenne le dit bien, c'est l'union dans la diversité. Ce qui enrichit l'idée commune, c'est la diversité dans laquelle s'exerce cette idée commune. Et si vous regardez la presse dans les différents pays d'Europe, presque tous les grands médias, quand ils parlent de ces sujets-là, ont une vocation culturelle européenne. Et ça, c'est vraiment bien, je trouve. C'est un acquis. L'Europe, c'est quoi? C'est quand même le résultat des hommes et femmes de bonne volonté qui ont construit la paix après de terribles catastrophes, 3 guerres en un siècle, par exemple, sur le continent européen, et la 4e est là maintenant. La 5e avait eu lieu il y a dans les Balkans, alors que tout le monde la couvrait plus ou moins bien et plutôt moins que plus. S'agissant de la vie des institutions, je suis moins optimiste que vous. Je voudrais dire que les grands médias européens parlent peu des décisions européennes. Et je m'inscris tout à fait clairement en opposition avec un certain nombre de médias publics, grand public, pour qui les affaires européennes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, entre guillemets, c'est supposé n'intéresser personne, qui est d'une grossièreté intellectuelle inouïe de dire une chose pareille. Eh bien, c'est 23h, 23h30, minuit, et quand il n'y a plus que les oiseaux de nuit qui sont debout. C'est absolument scandaleux, ça. Et nous n'avons jamais réussi, dans les cahiers des charges qui lient le financement des institutions publiques de radio ou de télévision, nous n'avons jamais réussi à faire respecter ces cahiers des charges parce que les gens s'en fichent. Les dirigeants s'en fichent. Voilà ce que je voulais dire. Donc, il faut quand même être très réaliste sur ces sujets et du travail à remonter. Et vraiment, de ce point de vue-là, l'apport d'Arte est une sorte de ligne guide, même si c'est relativement modeste, Marco, vous avez raison de le dire, mais ça existe. Et les grandes enquêtes, surtout, plus que dans les journaux, que développent des chaînes comme la vôtre, nous donnent une notion de ce qu'est vraiment le comportement des pouvoirs européens, des sociétés civile en Europe. Et donc l'idée européenne, elle existe vraiment. Elle ne s'exprime pas dans une chaîne. Et puis, si vous le permettez, Jean-Marie, il faut faire confiance aussi aux nouvelles générations qui ont peut-être une culture européenne beaucoup plus développée, qui voyagent, qui ont fait de l'Erasmus, et on sent bien que... Et puis il y a une culture aussi commune, aussi une culture numérique commune, et donc c'est important. Si tu le permets, Marco, on continue, puisqu'on va devoir se quitter d'ici une petite dizaine de minutes. Donc on laisse la parole au maximum dans la salle. Et puis après, évidemment, vous aurez chacun et chacune la possibilité de répondre et de conclure. On vous écoute. Hi, thank you. And thank you for also mentioning the Erasmus generation, the younger journalists that are working in Europe right now. I'm the editor at the European Correspondent. We're something that hasn't really been mentioned yet, but we're a young startup with around 100 correspondents from Ireland to Turkey and from Portugal to Finland and Estonia and anywhere in between. We're currently funded by readers and grants, and we are launching a newsletter literally next week. And I wanted to ask you whether this is something you see working and what you see moving forward as something that is vital to having pan-European journalism succeed. Merci beaucoup. Je vous laisse réfléchir. Vous allez devoir y répondre. Et puis, je vous invite, madame, évidemment, à rester en contact avec les assises, puisque si vous lancez ce projet, ici, vous pouvez tout à fait essayer de le développer dans le cadre de la dynamique créée avec les deux structures
pour créer cette première édition. Oui, Pauline. Oui, bonjour. Alors moi je suis étudiante ici à l'IEX et justement vous parliez des jeunes générations et moi j'ai l'impression que oui, on a envie d'intégrer la diversité, c'est hyper important, mais il y a ce blocage en fait de se rendre compte que déjà encore maintenant il y a des problèmes de représentation dans les médias. À chaque fois je relève toujours la même chose, mais c'est pourquoi ne pas avoir maintenant déjà un carnet de contact plus diversifié. Ce n'est pas seulement quand nous, on prendra la décision de le faire que ça arrivera. Donc je ne sais pas de quelle manière vous voyez ce journalisme européen, mais moi j'ai déjà l'impression qu'il y a un tellement gros travail à faire au sein des rédactions déjà dans les pays. Et je trouve ça un peu aller fort vite, de se dire on va créer un média européen alors qu'il pourrait être tellement élitiste au final, parce que beaucoup de gens ne se sentent déjà pas assez représentés dans leur propre pays. Donc voilà. Merci beaucoup Pauline. Une dernière question peut-être avant de donner la parole ici au panel. I'm Daoud Kuttab. I'm from the Middle East. I run a community radio station in Jordan. And I know you're talking about a model, but I would like to talk about a role model. And for me, Sweden, Teresa, and Swedish radio is a role model for me, because every time there is a survey in Sweden of which institution do you trust the most, Swedish radio comes out number one. And so I think because in our part of the world, media and trust are an axiom, we really need to work a lot more on trust. And the European media has covered the Middle East, but not always very trustworthy. And to me, the most important part of media is if you can find ways to make it more trustworthy, and especially now with social media coming in and doing all the disinformation. So for me, the public broadcasting is still a very good role model for all of us. Merci beaucoup, monsieur. Alors, Marco, peut-être sur la première intervention des startups, de cette nouvelle génération qui prend en main et en charge son information à travers tout le continent. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'en fait, moi, j'ai beaucoup parlé du verre à moitié vide. C'est bien vers la fin qu'on parle du verre à moitié plein. Moi, je crois qu'il y a deux choses fondamentales qui me donnent beaucoup d'espoir. C'est d'abord la jeunesse. Parce que quand je fais des recrutements en ce moment, je vois vraiment que la question de la nationalité, si elle n'est pas gommée, il ne faut pas la gommer, mais elle est quand même secondaire par rapport à une approche beaucoup plus européenne. Les jeunes ont beaucoup bougé, Erasmus ou pas, ils parlent plusieurs langues, et puis sans doute dans leur mentalité, il y a quelque chose de beaucoup plus ouvert que dans ma génération, et je ne parle même pas de la génération d'avant. Et puis la deuxième chose, c'est le numérique. Le numérique, ça peut être le danger, mais c'est aussi quelque chose de génial quand on l'utilise bien, et quand ce sont, pour reprendre ce que disait Jean-Michel Cavada tout à l'heure, quand ce sont des journalistes qui appliquent des règles, et qui utilisent les nouveaux médias. Et donc, oui, je pense que ce genre d'initiative, c'est une façon de faire avancer alors, la cause européenne, mais bien d'autres causes, parce qu'il y en a bien d'autres à défendre. Teresa, sur la question du modèle de la radio suédoise, oui, oui, c'était sur. You talked about trust, that we need to re-establish trust for the media. I will tell my colleague from Swedish Radio about your comment, by the way. Actually, I think the pandemic showed very well how people return to the old trustworthy sources come a crisis. In Sweden, at least, people stopped reading, or didn't stop, but they read less of the typical, xenophobic populist media and returned to the main sources, kind of, to get information on the pandemic. Maybe that is a sign that there is still trust. I don't know if it was the same in your countries, but I think so. I would like to answer to the lady who asked about diversification in the media room, if I may. Bien sûr, bien sûr. I agree with you. First of all, I have to say, when it comes to diversification in terms of gender equality, my newspaper, as well as a lot of European newspapers, now have some kind of clickometer that counts the female voices versus male voices. I actually get an email every day about, like, this is the percentage of female voices versus male voices of yesterday's newspaper. That is a good sign. Now, I suppose you mean diversification in terms of maybe also migrants represented in, for instance, in Sweden. There have been several attempts to integrate migrant writers. There have been journalism schools who took
specifically foreign journalists who had maybe fled to Sweden, and gave them like a quick, maybe a 1 semester quick crash course in how to be integrated into a Swedish media landscape. A lot of it failed because of language, basically. You know, the media, this is the sad situation. This media really fast. Like you don't have 2 people to proofread somebody's articles, and if your language isn't up to the, it's tricky. My newspaper has hired a Syrian refugee who was a journalist in Syria, but that's because he was a language genius, I have to say. I mean, in the beginning we helped him to proofread, but now he writes almost flawless Swedish. I'm sad to say, I think it boils down to language more than a lack of will. I think everybody, all our media here, would be happy to have more Arabic speakers or Chinese speakers or any kind of minority group represented, but it's tricky. Merci beaucoup, merci d'avoir répondu. Alors, on va devoir arrêter puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, ah, oui, bien sûr. Priorité aux panélistes. On vous écoute. Yeah, thank you. No, I just wanted to react to the 2 questions here, because I think both of them are really relevant. I would refer to the Media Pluralism Monitor first, because I didn't mention that, but when in one of the areas called social protection, we really see, or social inclusiveness, we see that all over the EU we have huge problems when it comes to the inclusion of women in the media. So when it comes to women experts, their number is much lower than the number of men experts. When it comes to women in leadership, it's much lower. The number of women journalists is much lower than the number of men journalists, and that's just the gender aspect. But then when it comes to immigrants, minorities, the situation is even worse. So there is really room for improvement. And on this level, I think what could really work is startups like the European Correspondent, because I assume on that level, the journalists who work there still don't require huge salaries. Many of them are really working for a cause. They are not that interested on I don't know, their living standards, as they are interested in the kind of work that they are doing. So on this lower level, doing something good is much more important than trying to integrate it in the existing structures, because that might not work. Also in part because many minorities might not have the skills because they come from less privileged backgrounds, and usually these established newsrooms are just not. They just use usually the rich white kids who are well prepared for the jobs, and people who are less privileged, who come from less privileged backgrounds, they don't really have a chance to play along. So probably good journalism that is more inclusive has to come from the grassroots level, and hopefully it will really happen. Merci beaucoup. Alors, c'est pas pour interrompre le débat, mais vraiment, tout ce qui a été dit là, je reprends juste quelques mots-clés. Hein. La question de la confiance, il y a un panel là-dessus. La question de la, finalement, des rédactions qui ressembleraient ou pas à nos sociétés, il y a un panel, il y a un atelier. La question des consortiums, il y a un atelier ou un panel. Vraiment, jetez un œil sur le rapport aussi, évidemment, avec les migrants, avec le Proche et le Moyen-Orient. Il y a évidemment un panel. Vraiment, jetez un œil sur le programme et vous verrez d'ici demain à 18h, vous pouvez tout à fait retrouver et suivre ce type de débat avec des panels encore plus affinés sur ces thématiques-là. Merci beaucoup d'avoir inauguré finalement ce lancement, même technique, je le dis et j'insiste dessus. Il va falloir baisser un peu cette lampe-là, elle est compliquée à tenir. Je voudrais remercier celle-là aussi. Donc voilà, mais en même temps, il faut filmer parce que les gens nous suivent aussi. De l'autre côté de nos écrans, je voudrais remercier Teresa Kuchler, Konrad Bleyer, Simon, Richard Felcher et Marco Nassivera d'avoir été les panélistes de ce premier débat.